notre webinaire sur la CSU, les leçons tirées du parcours tunisien, avec un regard croisé du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Compte tenu des impératifs liés au respect de l'heure, donc je pense que nous allons dès à présent lancer nous allons dès à présent démarrer notre webinaire. Donc, je souhaite la bienvenue à tous les participants à ce webinaire. Je souhaite la bienvenue également à tous nos intervenants de ce jour, à ce webinaire qui va parler de la CSU en exploitant les leçons tirées du parcours tunisien et bien entendu avec des regards croisés du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Et comme vous le savez, cette série de webinaires s'inscrit dans le cadre de la collaboration qui existe entre le GFF, la Banque mondiale et l'OMS. Et ça fait suite également à toute une série d'ateliers nationaux sur la thématique de l'achat stratégique dans les soins de santé primaire, sur la thématique de la couverture santé universelle. Et sur base de toutes les leçons, de toutes les discussions qu'on a eues au cours de ces ateliers au niveau national, ben, le GFF et la Banque mondiale et l'OMS ont décidé justement de poursuivre ces ateliers à travers toute une série de webinaires. Il y a eu des webinaires qui ont été organisés aussi bien dans les pays francophones que dans les pays anglophones. Alors, pour ce webinaire de manière spécifique, nous allons insister sur, et surtout faire une sorte de zoom sur un pays. Et ce pays, c'est la Tunisie. Nous allons insister sur ce pays et voir comment on peut générer des leçons transversales dont peuvent profiter tous les participants qui appartiennent à d'autres pays. Et donc, c'est ce zoom-là sur ce pays spécifique, bien entendu, avec des regards croisés, aussi bien du Sénégal que de la Côte d'Ivoire. Nous permettront, au fil des discussions et au cours des présentations, cela nous permettra de générer des leçons transversales dont peuvent profiter tous les participants venant des différents pays. Et ces webinaires s'inscrivent aussi dans une perspective sur le long terme pour justement dégager des leçons au niveau stratégique qui vous permettront et qui nous permettront, hein, bien entendu, à nous tous, de conduire les processus d'expansion de la CSU dans nos différents pays également. Alors, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir des participants, pardon, des intervenants de très haute facture. Nous allons bénéficier de l'expertise de M. Riyad Benabès de la Tunisie, qui est parmi l'un des grands architectes de la mise en place de l'assurance maladie en Tunisie et qui nous parlera justement de cette expérience de la Tunisie. Mais bien entendu, pour croiser cette expérience de la Tunisie avec les autres pays, nous avons invité le Sénégal à travers Madame Marie-Rosalie Ngom, qui est responsable de l'ICAMO au Sénégal, et elle nous parlera justement de la manière, de la perspective du Sénégal au regard de ce qui est fait en Tanzanie. Nous avons également la chance de bénéficier d'un très grand expert ivoirien en la personne du docteur Joachim Kofi, qui travaille pour le ministère de la Santé et qui appuie la Caisse nationale d'assurance maladie en Côte d'Ivoire, qui nous parlera également de la CMU en Côte d'Ivoire. Et nous avons des techniciens aussi bien de l'OMS que du GFF, notamment Fadi Dekmi, qui justement, et ainsi que Nouria Britki du GFF, qui vont également nous parler, qui vont plutôt intervenir et qui appuieront les différents débats, les différents échanges et même les panels de discussion qui auront lieu qui auront lieu aujourd'hui. Moi, c'est Serge Mayaka de l'OMS également et expert dans les questions de financement de la santé. Et donc, sans plus tarder, donc je vais passer la parole à ma collègue, bien entendu, tout en vous remerciant de votre participation nombreuse à ce webinaire. Je vais passer la parole à ma collègue Valérie pour la suite du programme. Merci beaucoup et bienvenue à vous et espérons que nous aurons des échanges très fructueux au cours de ce webinaire qui, comme tous les autres webinaires, s'annonce toujours très passionnant. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Serge. Bonjour à tous et bienvenue.
Je suis donc Valérie, comme Serge vous l'a dit. Donc voilà, on est très nombreux et on est vraiment ravis de vous voir aussi nombreux. On est déjà 170 dans la salle. Et donc, il va falloir être un petit peu systématique dans la manière de procéder. Donc, je vous explique. Si vous avez une question, vous pouvez utiliser, comme c'est indiqué sur votre écran, vous utilisez la petite icône de question. Tout ce qui est question, ça va là-dedans. Comme ça permet aux panélistes de les voir, de faire le tri et d'y répondre au moment voulu. Si vous souhaitez intervenir oralement dans ce webinaire, vous pouvez, comme certains d'entre vous l'ont déjà vu, vous pouvez lever la main. À ce moment-là, on vous préviendra quand ce sera à votre tour d'intervenir. On vous préviendra oralement, on vous appellera et on activera votre micro. Ensuite, pour tout ce qui est les autres discussions, les discussions informelles, les échanges d'expériences, etc., pour tout ça, pour tout ce qui est autre que les questions, vous passez par le chat. Voilà. Alors, il y a une petite nouveauté cette fois-ci, c'est qu'on a une nouvelle fonctionnalité pour les sondages. Fadi, au cours de la session, va partager plusieurs sondages avec vous. Pour y accéder, c'est assez simple. En fait, soit vous scannez le QR code que vous voyez à l'écran, vous le scannez avec votre téléphone à portée de main. Soit, si vous êtes en cours de session via votre téléphone, vous ouvrez le chat et vous cliquez sur le lien que je vais vous fournir immédiatement. Voilà, donc c'est tout ce qui me concerne. Donc je vais céder la parole à Fadi qui va d'ores et déjà lancer le premier sondage. Voilà, je vous envoie le lien. À toi, Fadi. Voilà, on commence à avoir des réponses qui arrivent sur l'écran au fur et à mesure. Donc, vous voyez qu'on a pour l'instant principalement des participants du Sénégal. La RDC est en train de nous rejoindre, mais c'était effectivement cette idée, et on remercie le docteur Ben Abbès qui va prendre la parole juste après moi pour avoir pris le temps de digérer les leçons qu'il avait observées en Tunisie et qu'il va les partager avec nous. On est sur une séance de partage d'expérience, ça veut dire qu'on aura aussi besoin de revenir un peu et de digérer tout ça, et on va demander à certaines personnes de faciliter cette digestion. Et il va falloir réussir, docteur Benabès, c'est un peu le défi que vous allez avoir, de savoir traduire. Vous voyez, les noms des pays apparaissent au fur et à mesure, on a de plus en plus de votants. De Côte d'Ivoire, pour des gens de Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Sénégal, du Mali, de la RDC, même de la Belgique, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de la Tunisie. Donc voilà, on testait avec cette question un peu comment fonctionne ce système de vote. On va repasser sur la présentation et je vais donner la parole à Dr Riyad Benabès pour qu'il puisse nous expliquer quelles sont les leçons qu'il tire de l'expérience tunisienne. Pardon. Merci Fadi. Donc, je vais commencer par présenter la situation actuelle de la couverture maladie en Tunisie. Alors, voilà. J'essaie de faire passer les. Voilà. Il existe deux, disons, modèles ou régimes de couverture maladie en Tunisie. D'abord, l'assistance médicale gratuite, qui est gérée par l'État et qui permet de couvrir les populations pauvres et démunies. Il représente environ 23% de la population. Bon, je m'excuse, mais il y a un problème pour faire passer les diapos. Voilà. À côté de cela, il y a le régime assurance maladie qui est géré par la Caisse nationale d'assurance maladie et qui permet de couvrir les travailleurs dans les deux secteurs, publics et privés, qui représentent avec leurs ayants droit 60% de la population. Bien entendu, il reste 17% de la population qui n'est pas encore couverte par l'un de ces deux régimes. Euh, Comment sont financés ces régimes? D'abord, l'assistance médicale gratuite qui est gérée par l'État et financée par l'impôt. Alors ensuite, l'assurance maladie qui est financée principalement par les cotisations sociales ces cotisations sont fixes quel que soit le secteur d'activité professionnelle. Elles se situent à 6,75% des salaires déclarés pour les actifs, répartis 40-60% entre salariés et employeurs.
et 4% pour les pensionnés. Récemment, il a été instauré une contribution sociale de solidarité pour appuyer les régimes de sécurité sociale. Il s'agit d'un prélèvement de 1% sur les revenus des personnes physiques et de 3% pour les sociétés, mais c'est une contribution qui n'est pas dédiée seulement au régime assurance maladie. Elle a été créée dans une conjoncture de difficulté des régimes de retraite, mais dans sa définition juridique, elle garde un potentiel d'appuyer pour appuyer le régime assurance maladie en cas de besoin. Alors, comment se présente l'offre de soins? Nous avons donc un secteur public avec 169 hôpitaux et 2000 centres de santé de base répartis dans toute la République et un secteur privé qui totalise 114 cliniques privées. En Tunisie, pour 10 000 habitants, nous disposons de 2,6 lits d'hospitalisation, 13 médecins, 3,8 médecins dentistes et 2,48 pharmaciens. Alors, si pour les lits d'hospitalisation, le secteur public est dominant, avec les 3/4 pratiquement, pour les ressources humaines qualifiées, médecins, médecins dentistes et pharmaciens, c'est essentiellement dans le secteur privé qu'on va les retrouver. Et donc, on se trouve devant un contraste, un secteur public riche en infrastructures et un secteur privé plutôt riche en ressources humaines et en équipements médicaux lourds. Alors, le paquet de services ou le panier de soins, il est défini de manière implicite pour l'assistance médicale gratuite qui est gérée par l'État. Il s'agit d'un accès aux soins et aux hospitalisations dispensées dans les structures sanitaires publiques, les hôpitaux et les centres de base, de santé de base. Donc, c'est un paquet qui est, disons, généreux, mais qui n'est pas assez bien défini. Par contre, pour l'assurance maladie, le paquet de services il est défini sous la forme de 3 listes. La liste des actes professionnels, la liste des médicaments et la liste des dispositifs médicaux qui sont couverts par le régime assurance maladie. Et ces 3 listes font l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de la Santé et du ministre des Affaires sociales. Comment accèdent aux soins les bénéficiaires des 2 régimes? Pour l'assistance médicale gratuite, il existe 2 manières d'accéder aux soins dans le secteur public, donc c'est uniquement dans les structures sanitaires publiques. La première modalité, elle comporte la gratuité totale, alors que pour les populations qui ont un faible revenu, c'est à travers le paiement d'un ticket modérateur, mais qui reste très, très, très symbolique. Pour l'assurance maladie, par contre, il a été prévu d'offrir aux assureurs sociaux 3 possibilités pour accéder aux soins ambulatoires, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Ils font le choix un choix libre pour choisir quelle option et ils peuvent modifier leur choix annuellement. Pour le reste des prestations, c'est un tronc commun, c'est-à-dire que les mêmes modalités d'accès aux soins est appliquée de la même manière pour tous les assurés sociaux, qu'il s'agisse d'hospitalisation qui sont effectuées essentiellement dans le secteur public, un peu moins dans le secteur privé. Pour les dispositifs médicaux et pour les médicaments coûteux, c'est les mêmes modalités d'accès. Comment a été construit notre système en commençant d'abord par l'assurance maladie? Le premier régime de sécurité sociale incluant une branche maladie a été créé en 1951 pour couvrir les fonctionnaires et les salariés du secteur public. Et c'est la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale qui en a été chargée. Et par la suite, dans le secteur privé, le premier régime a été créé en 1961 pour couvrir les travailleurs salariés du secteur agricole. Et ce régime a été confié à la Caisse nationale de sécurité sociale. Ensuite, il y a eu une succession de nouveaux régimes confiés à la CNSS. En 61, les étudiants. En 70, les salariés du secteur agricole. En 82, les travailleurs non salariés des 2 secteurs, agricole et non agricole. En 89, un nouveau régime pour le secteur agricole considéré comme étant amélioré. En 89, également, les travailleurs tunisiens à l'étranger. Et en 2002, 2 nouveaux régimes. Celui des travailleurs à faible revenu, il s'agit à titre d'exemple des gens de maison, des petits artisans, des petits pêcheurs. Et le deuxième régime, c'est concernant les artistes et les travailleurs intellectuels. Alors, une fois atteint ce niveau de couverture
euh, par la sécurité sociale et en particulier par l'assurance maladie, euh, les pouvoirs publics ont procédé à une réforme qui consistait à fusionner toutes les branches maladie des différents régimes de sécurité sociale et de créer une caisse unique dédiée pour gérer ce régime, la Caisse nationale d'assurance maladie. Ensuite, à côté de l'assurance maladie, l'assistance médicale qui a démarré en 1958 avec ses deux composantes. Et en 2019, il y a eu une restructuration de l'intervention sociale de l'État en intégrant ce régime de couverture maladie avec d'autres garanties dans le cadre de ce qu'on appelle le programme MN social et qui a surtout permis de rationaliser le ciblage des populations bénéficiaires. Alors, il y a certainement beaucoup de leçons à tirer et on commence d'abord par les points forts de la progression de cette couverture sociale. D'abord, insister sur l'engagement politique fort et soutenu durant toute la période de la progression de la sécurité sociale, pas concernant de l'assurance maladie. La participation formelle des partenaires sociaux, c'est-à-dire le patronat et les syndicats des travailleurs, il faut savoir que ces partenaires font partie des membres des conseils d'administration des caisses, donc ils participent réellement à la gouvernance des régimes de sécurité sociale d'une manière générale. Également, à l'occasion de chaque grande réforme dans le secteur social, santé, les pouvoirs publics procèdent à une large concertation avec toutes les parties prenantes, les partenaires sociaux, les professionnels de la santé publique et privée, les conseils de l'ordre, la société civile, etc. À titre d'exemple, pour la réforme du système d'assurance maladie, il y a eu 8 années de concertation et parfois même de négociation depuis la décision politique pour arriver en 2004 à promulguer la loi instaurant le nouveau régime. Également, deuxième expérience plus récente, c'est celle du dialogue sociétal qui a été menée entre 2012 et 2017 et qui a impliqué tous les acteurs et avec une particularité, c'est qu'il a été mené au niveau national, mais également au niveau de toutes les régions du pays. Autre élément positif, c'est cette démarche progressive et solidaire. Tout à l'heure, on a évoqué les différents régimes et vous voyez que pour chaque régime, il y a un taux de cotisation bien spécifique. Cela traduit un peu la volonté des pouvoirs publics à l'occasion de chaque création de régime de faire en sorte que le taux de cotisation soit attractif et qu'il ne soit pas très pesant pour la population cible. Et on voit que, par exemple, pour les salariés du secteur agricole, le taux de cotisation est à 0,91, ce qui contraste avec celui du régime des salariés non agricoles qui est à 4,75% du salaire déclaré. Donc, il y a eu une volonté du pouvoir public d'étendre la couverture plutôt de renforcer la collecte des fonds, mais également en même temps, puisque tous ces régimes sont été gérés par la CNSS, il y avait aussi cette volonté de mettre en commun tous les fonds, mais également tous les risques. D'où cette connotation de solidarité entre les régimes. Autre point positif, c'est que le panier de soins, dès le départ, dès le premier régime de sécurité sociale, c'était un panier de soins relativement généreux, puisqu'il offre à tous les assurés sociaux l'accès à toutes les prestations dispensées dans les structures sanitaires publiques. Mais ça n'a pas suffi face à la transition épidémiologique et démographique qu'a connue le pays avec l'émergence des maladies non transmissibles et l'introduction de nouvelles technologies de santé de plus en plus efficaces, mais également de plus en plus onéreuses. À partir des années 80, les pouvoirs publics ont instauré un mécanisme de prise en charge totale, intégrale des frais des prestations onéreuses à l'instar de la dialyse, des transplantations d'organes, de la chirurgie cardiovasculaire, de l'imagerie médicale, scanner IRM, etc. Aussi, un point positif, c'est cette notion de culture de sécurité sociale qui s'est installée au fur et à mesure au fur et à mesure de la progression de la sécurité sociale.
Et cela grâce à l'effort de communication mené par l'État, mais aussi par les partenaires sociaux qui ont effectué nombreux événements pour sensibiliser les travailleurs sur leurs droits, mais également à travers l'intransigeance appuyée par la réglementation qui a permis de mettre en place un système de contrôle et de sanctions face à l'évasion sociale. Et enfin, grâce aux événements, aux expériences vécues des Tunisiens d'une manière générale, qu'il s'agisse d'expériences positives, quand un membre de la famille bénéficie d'une prestation très coûteuse, cela a un impact très positif et incite à l'adhésion au régime de sécurité sociale. Également, des expériences négatives en cas de sanctions prises à l'encontre des situations d'évasion fiscale. Et là, je pourrais amener, disons, une expérience qui a eu lieu au milieu des années 90, où la Caisse nationale de sécurité sociale a pris la décision de réquisitionner et d'empêcher le décollage d'un avion de la compagnie aérienne nationale en raison du fait que cette compagnie a pris du retard pour le paiement des cotisations. Et cela a eu un effet médiatique très important pour l'incitation à l'adhésion au régime de sécurité sociale et au respect du paiement des cotisations, sachant que cette décision a été appuyée par les pouvoirs publics, ce qui dénote d'un engagement fort et soutenu, comme on l'a exprimé tout à l'heure. Alors, il y a eu aussi des erreurs, il y a eu des obstacles, des difficultés. Alors, on peut les classer d'abord d'ordre stratégique. Vous savez que lorsqu'on a décidé de réformer le système d'assurance maladie, il y a eu la loi en 2004, mais il fallait préparer le terrain pour commencer la mise en œuvre du nouveau régime. Alors, à l'époque, il y avait une problématique dans le sens où on était face à un secteur public de plus en plus affaibli, qui connaît des contraintes budgétaires, dont la productivité est en baisse continue, face à un secteur privé qui s'est développé de manière assez impressionnante, qui attire de plus en plus de ressources humaines qualifiées, médecins dentistes, pharmaciens, etc., et qui se structure de manière assez forte sous la forme de syndicats, qui malheureusement, bien sûr, comme tout secteur privé, a une logique commerciale, euh, portée sur les soins curatifs et qui, malheureusement aussi, n'a pas été intégré dans la politique de santé publique, c'est-à-dire notamment, il a été exclu des programmes nationaux menés par le ministère de la Santé à visée préventive et de promotion de la santé. Alors, la réforme du nouveau régime d'assurance maladie qui prônait l'ouverture sur le secteur privé s'est faite dans ce contexte. Et du coup, il n'y a pas eu de restructuration de l'offre de soins pour intégrer un peu ce secteur privé dans cette logique de politique de santé publique. Et vous voyez un peu les conséquences. Ça a été l'affaiblissement de l'impact des programmes de prévention et de promotion de la santé. Ensuite, avec ce secteur privé qui voyait un peu les assurés sociaux se diriger vers ce secteur de plus en plus, est devenu de plus en plus, il a senti qu'il est devenu un acteur de plus en plus incontournable, fort, face à un public affaibli. Donc, les compromis avec ce secteur devenaient de plus en plus difficiles. Pour illustrer un peu cette question de problématique des soins préventifs, en 2010, c'est-à-dire 3 ans après le démarrage du nouveau régime, 75% des assurés sociaux ont choisi le public. Vous savez, les 3 options que nous avons évoquées tout à l'heure, alors que petit à petit, il y a eu une migration vers le privé. Et en 2020, et actuellement d'ailleurs, c'est à peu près la même proportion. Donc, seulement 55% continuent à fréquenter le public et 45% de la population des assurés ne fréquentent plus le public, ils fréquentent le privé, lequel privé est porté sur les soins curatifs. Et du coup, cette population échappe à cette politique nationale de santé qui vise à renforcer la prévention et la promotion de la santé, ce qui représente en quelque sorte une grande problématique pour
le futur en termes de santé et de durabilité des systèmes. Autre erreur stratégique, c'est cette contractualisation avec le privé qui, vu le contexte dans lequel elle s'est déroulée, finalement, elle finit par avoir une très faible opposabilité des dispositions conventionnelles et les mécanismes de contrôle et de sanctions qui ont été mis en place se sont avérés très complexes et peu efficaces. Cela a impliqué des conséquences inflationnistes en termes d'abus et d'excès de consommation, mais également en termes de non-respect des tarifs conventionnels qui devient pratiquement dans certains secteurs et certaines professions la règle. Alors, finalement, par rapport aux erreurs stratégiques, la conception des modalités d'accès aux soins dans le nouveau régime assurance maladie a prévu, comme on l'a dit tout à l'heure, les trois options, une option dans le public et deux options dans le privé. Et une des options du privé préconise l'association d'un paiement à l'acte et avec le tiers payant, c'est-à-dire la dispensation d'avance des frais, ce qui est considéré comme étant un cocktail explosif en matière de dépenses. Et on constate actuellement que ça a eu, ces deux aspects, ils ont eu beaucoup de conséquences négatives. D'abord, il y a une fragmentation donc avec ces trois options et une complexité de gestion parce que gérer trois options, chaque option a ses propres règles de gestion. Ça, c'est vraiment très difficile à gérer, que ce soit au niveau des assurés eux-mêmes qui ont beaucoup de confusion entre les options, mais aussi au niveau de la Caisse nationale d'assurance maladie. Ensuite, le choix qui devait être libre, un choix libre des assurés entre les trois options, c'est finalement avéré un choix sous contrainte parce que ceux qui voulaient choisir le privé devaient avoir la capacité de payer le ticket modérateur qui est relativement élevé, mais également ils devaient avoir aussi dans l'entourage suffisamment d'offres de soins privées, ce qui n'est pas le cas. La majeure partie de l'offre de soins privés est située dans les régions côtières, alors que les régions intérieures du pays sont très faiblement pourvues de l'offre de soins privés, ce qui a généré en quelque sorte une sorte d'iniquité par rapport aux assurés sociaux, alors que le nouveau régime se voulait être équitable entre les assurés sociaux. Ensuite, il y a ce cocktail explosif que j'évoquais tout à l'heure, qui a bien sûr généré des abus et de consommation. Autre type d'erreur, c'est les erreurs tactiques. Là, je vais citer principalement une des erreurs vraiment à ne pas faire. C'est la négociation sous contrainte. Lorsque la loi 2004 a été promulguée pour mettre en place le régime, il fallait préparer donc, le terrain. Donc, il y a pas mal d'activités à mener pour préparer la mise en œuvre et l'entrée en vigueur du nouveau régime. Et les pouvoirs publics, considérant que les parties prenantes prenaient beaucoup de temps pour mettre ça en œuvre, ont pris la décision au début de l'année 2007 de démarrer le nouveau régime au 1er juillet 2007. Or, à cette époque-là, les négociations n'ont pas été achevées, notamment avec les syndicats du secteur privé. Et du coup, la partie qui négocie, la partie qui représente l'administration, considérant qu'elle devait respecter cette date, a tout fait pour achever les négociations dans des conditions qui ne sont pas les meilleures. Les syndicats ayant très vite compris l'enjeu et ont tout fait pour imposer des concessions sur les dispositions conventionnelles clés. Et également, ils ont tout fait pour faire accepter l'administration des tarifs qui sont relativement élevés. Voilà donc pour cette première partie, je crois. Et, oui, merci. Merci beaucoup, docteur Benabbès. On apprécie le processus long terme, on apprécie aussi votre vue de l'intérieur et en même temps aujourd'hui ce recul que vous prenez sur un processus finalement qui a duré quasiment 50 ans. Hein. On est à 50, 60 ans de recul, mais qui s'est accéléré en 2004. Et sur ce processus particulier d'unification du régime de la CNAM et toutes les difficultés auxquelles vous avez fait face, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de leçons à générer pour les pays qui sont autour de vous,
qu'ils soient au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. On va faire une pause dans votre présentation parce qu'on s'est dit qu'à un moment, il fallait aussi qu'on laisse la parole de manière, cette fois-ci, vous allez le voir de manière par voix représentative. Mon collègue ici, Bruno, va poser une ou deux questions de clarification pour être sûr que tout le monde a bien compris ce qui s'est passé en Tunisie. Mais avant ça, je vais relancer une séance de sondage. Vous vous souvenez, au début de la séance, nous avions dit qu'il y avait un QR code ou que vous pouviez aussi cliquer sur le chat que Valérie va vous renvoyer, le lien qu'elle va renvoyer dans le chat immédiatement. Et je vais repartir sur notre outil de sondage. Excusez-moi. Hop. Où on voit maintenant. Non. Vous voyez maintenant qu'on a un peu l'échantillon des pays qui ont participé. On voit des personnes qui continuent maintenant, qui doivent être arrivées un peu plus tard et qui continuent à participer et à nous dire un peu la diversité géographique, même si on a aussi une diversité orthographique, parce que certains pays apparaissent deux fois avec des accents ou sans accent. Je vois d'ailleurs le Sénégal. Mais je vais vous poser une autre question maintenant, parce qu'on a entendu de la part du docteur Benabbès des facteurs favorables. Et j'aimerais savoir, dans vos contextes, parmi ces facteurs favorables, lesquels sont réunis. Il y a l'engagement politique fort, qui a été une des premières choses qui a été mentionnée. Il y a la participation formelle des partenaires sociaux. On a vu cette adhésion des corps intermédiaires au processus. Il y a la démarche progressive et solidaire, ces différents taux de cotisation demandés en fonction des différentes populations cibles pour pouvoir, et le docteur Benabbès l'a bien dit, essayer au maximum d'assurer la couverture de population avant de réfléchir à si tout le monde paye bien ce qu'il doit payer. Il y a ces paniers de soins généreux et attractifs. Alors, est-ce que vous avez un panier de soins généreux et attractif dans vos contextes respectifs? C'est bien la présence qu'on est en train de voir. Et enfin, cette culture de sécurité sociale. C'est ce qu'on essaye de tester un peu. Et vous voyez, la moyenne de vos réponses s'affiche devant vous au fur et à mesure que vous répondez. Et c'est un peu ce qu'on veut voir aussi. Quelles sont les choses qui ne sont pas là ou qui sont moins là et qui nous permettraient de savoir aussi ce qui peut être amélioré. Donc, je vous laisse 1 ou 2 minutes pour répondre un peu plus, sachant que pour l'instant, nous avons 39 participants. On va en avoir beaucoup plus rapidement, je suppose. Vous avez toujours en haut, à droite de l'écran, le QR code si vous voulez participer depuis votre téléphone mobile. Et donc, on voit, Dr Benabbès, que parmi les gens dans la salle, c'est un peu aussi pour continuer la conversation, il semble qu'il y ait un engagement politique fort. Donc, on a peut-être, et vous l'avez mentionné, parmi ces conditions, c'est peut-être la condition préalable à toutes les autres. Donc, on va en discuter après. Je vais lancer la question suivante parce que le docteur Benabbès a aussi fait un effort pour arriver avec des erreurs stratégiques et des erreurs tactiques et les mettre en avant. Donc, je vais vous demander un peu, dans vos contextes respectifs, quelles sont les erreurs qui seront, selon vous, vraisemblablement répétées dans votre contexte. Donc, est-ce que vous allez voir aussi, vous sentez, vous avez un peu cette perspective d'un affaiblissement du secteur public? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive et que vous voyez arriver? Est-ce que vous avez aussi cette difficulté à réguler l'expansion du secteur privé? Donc, qui va aussi, on nous l'a dit, ces discussions sous contrainte, cette structuration du secteur privé qui fait que le secteur privé est devenu aussi un partenaire beaucoup plus difficile à manœuvrer pour le régulateur. La segmentation de l'offre de soins avec une offre privée qui se structure pour un public plus aisé alors que le secteur public privé pour les publics aisés, l'offre publique qui se réserve, si on peut le dire, aux pauvres et aux plus vulnérables. Une surmédicalisation, on l'a aussi entendu, de l'offre de soins qui est corrélée à au développement de l'offre privée qui y voit une source de profit et qui fait que le curatif prend un rôle très central dans l'offre de soins dans le pays. Ces inégalités d'accès qui se creusent. Et enfin, un dernier point que vous avez mis en avant, cette validation de tarifs élevés sous une contrainte de temps et la compréhension des partenaires autour de la table de la contrainte de temps pour faire passer des tarifs qui sont élevés et un effet inflationniste, des tarifs qui sont encore aujourd'hui, selon vous, un peu plus élevés qu'ils n'auraient dû être. Donc, vous voyez aussi, Dr Benabbès, c'est un peu pour notre discussion,
ce qui ressort un peu des participants, quelles sont les erreurs qu'ils semblent être sur le point d'être répétées ou qui sont déjà en train de se répéter dans d'autres contextes. Je vais maintenant passer la parole à Bruno pendant que les gens continuent à répondre pour vous poser des questions de clarification. Ces questions de clarification, on est bien d'accord, il y aura un autre moment dans notre webinaire pour des interventions et des réflexions de votre part. Ici, c'est des questions de gens qui demandent mais comment ça s'est passé exactement ceci en Tunisie ou comment c'est passé, j'ai pas bien compris cela, est-ce que vous pouvez clarifier? Donc Bruno, je t'ai demandé d'identifier une ou deux questions. On ouvrira les micros des participants plus tard dans le webinaire. Bruno. Merci Fadi. Alors Fadi, beaucoup de questions. Nous sommes déjà à 12 questions, 13 questions de nos participants. Alors on ne pourra pas les prendre toutes. Docteur Benabès, aussi en fin de webinaire, vous pourrez peut-être aller voir ces questions et aller répondre en tapant par écrit certaines réponses. Je vais juste en prendre quelques-unes, docteur Benabès, et on va vous demander Voilà, il y a une question de Damien qui pose la question pour les travailleurs du non salarié. Est-ce que vous pourriez donner quelques exemples de personnes qui sont dans ce régime? Donc, quel type d'emploi retrouve-t-on dans ce régime qui date de 1982? Elia aimerait savoir s'il y a des régimes qui sont volontaires ou est-ce qu'ils sont tous obligatoires? Et puis peut-être la question aussi de Mohamed sur les 17% qui ne sont pas couverts. Quelle population s'inscrit dans ces 17%? Et une dernière question de Issaka. Est-ce qu'il y a encore de la place pour des assurances privées à but lucratif en Tunisie? Est-ce qu'il y a et peut-être que c'est les 17% ou bien est-ce que c'est quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas vraiment présent dans votre pays? Voilà, peut-être très rapidement sur ces quelques questions et puis vous pourrez reprendre la parole, je pense. Oui, merci. Juste la première question, s'il vous plaît, Bruno. Oui, donnez quelques exemples de personnes Alors, qui sont du régime des travailleurs non salariés. Alors, en Tunisie, on les appelle souvent les indépendants. C'est toutes les professions qui sont assujetties à une patente, donc une autorisation d'exercice qui est demandée aux services fiscaux. Et alors, toutes ces populations sont tenues, à l'exception, il y a des exceptions comme les avocats, par exemple, qui ont leur propre régime, mais généralement, toutes les professions libérales d'une manière générale, que ce soit les commerçants, les médecins, les pharmaciens, les bureaux, enfin, les ingénieurs qui travaillent à titre indépendant, etc. Donc, toutes les professions qui exercent à titre indépendant sont tenues d'adhérer. Et là, je passe à la deuxième question, c'est une adhésion obligatoire. Tous ces régimes de sécurité sociale, quand j'ai parlé tout de suite, tout à l'heure, de l'intransigeance, ça sous-entend qu'il y a une obligation. Sinon, comment sanctionner quelque chose qui n'est pas obligatoire? Donc, tous ces régimes sont tenus de se déclarer, en sus du fisc, ils doivent se déclarer à la Caisse nationale de sécurité sociale qui couvre le secteur privé. Et pratiquement, en réalité, toutes les activités professionnelles sont pratiquement couvertes actuellement par les différents régimes de sécurité sociale. Les 17%, dans une étude récente réalisée par le Centre de recherche et d'études sociales en Tunisie, il a été démontré que dans les 17%, il y a une part importante d'évasion sociale, c'est-à-dire des personnes qui sont assujetties à l'un des régimes mais qui ne veulent pas adhérer. Ensuite, il y a les chômeurs notamment les chômeurs récents. Et ensuite, il y a une catégorie qu'on n'arrive pas à classer qui peut-être nécessite une étude plus approfondie pour l'identifier et expliquer pourquoi ils ne répondent à aucun des régimes, que ce soit l'assistance médicale gratuite ou bien l'assurance maladie. Voilà, donc cela, quand on sait que c'est une bonne proportion d'évasion sociale, cela facilite un petit peu la progression dans une sorte d'optimisme par rapport à l'évolution vers la CSU, puisque là, il va falloir entreprendre des mesures, que ce soit incitatives, mais également renforcer le contrôle pour essayer de couvrir toute cette population. Pour les assurances à but lucratif existent, et il existe à côté aussi les mutuelles, mais c'est des régimes qui sont facultatifs. Certaines entreprises, grandes entreprises structurées, contractent des assurances. Les assurances privées se sont développées, les mutuelles se sont développées surtout avant l'avènement du nouveau régime d'assurance maladie,
pour offrir aux assurés sociaux qui n'avaient que le secteur public, pour pouvoir y accéder, leur offrir l'alternative du privé. Et par la suite, quand l'assurance maladie s'est ouverte sur le privé avec le nouveau régime, ces assurances privées ont dû renégocier ou revoir leur contrat pour se positionner en complémentaire par rapport au régime de l'assurance maladie obligatoire gérée par la CNAM. Donc elles existent, mais on considère qu'elles ne pourraient pas jouer un rôle central dans la CSU. Le rôle central doit être joué par l'assurance maladie solidaire. Par la suite, donner la liberté à ceux qui veulent contracter en sus des assurances complémentaires ou profiter des mutuelles. Les mutuelles, généralement, c'est des associations à but non lucratif qui œuvrent dans un secteur ou un domaine donné, généralement dans le secteur public. Voilà. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Oui, très bien, docteur Benabès. Merci beaucoup pour ces clarifications. Et je vais quitter donc, le sondage où on va l'arrêter. À ce stade, vous voyez que les erreurs auxquelles vous avez fait face sont des erreurs qui sont vraisemblablement sur le point de se répéter dans pas mal des contextes des participants. Et je vais donc vous poser la question et reprendre le flux de votre présentation. Mais alors, qu'est-ce que vous avez prévu pour la suite et comment vous allez faire face à ces erreurs tactiques? Donc, je vais retourner sur la présentation qui devrait réapparaître chez tout le monde. Voilà. Je vais... Merci. Donc, dans cette partie perspective de la couverture santé universelle en Tunisie, bon, j'attends que la diapo puisse passer. Ça prend un peu de temps, je crois. Voilà. D'abord, il faut noter que il y a eu ce dialogue sociétal de 2012 à 2017 qui a permis d'aboutir à une vision de la politique de santé à l'horizon 2030-2035. Et dans cette vision, tous les participants ont prôné la mise en place d'une couverture santé universelle qui intègre tous les citoyens sans discrimination. Et les conclusions de ce dialogue sociétal ont donné en quelque sorte une sorte de légitimité à la décision politique qui a été prise en mai 2021 pour adopter cette politique nationale de santé. Tout de suite, le ministère de la Santé a été chargé d'opérationnaliser la PNS et actuellement, une stratégie de mise en œuvre de la couverture santé universelle est en cours de validation et elle se veut réaliste et rationnelle. Alors, que prévoit cette politique nationale de santé? Elle prévoit 5 axes stratégiques. Instaurer un régime de couverture maladie unifié pour tous, unifié, j'insiste bien, un paquet de services essentiels pour tous, le renforcement du secteur privé-public, ça va de soi, la promotion de la santé familiale et de proximité comme étant porte d'entrée unique au système de soins pour tous les bénéficiaires et d'instaurer des mécanismes de protection de la santé des citoyens à travers l'intersectorialité et l'interpellation des départements gouvernementaux dans les différents secteurs pour qu'il y ait une politique dans toute la santé dans toutes les politiques comme slogan repris dessous. Alors, maintenant, quelles sont les prochaines étapes? D'abord, il s'agit maintenant de fusionner les 2 régimes existants, l'assurance maladie et l'assistance médicale gratuite, les fusionner à travers un régime unifié et dans une seconde étape, étendre ce régime unifié à la population qui n'est pas encore couverte pour aboutir à l'horizon 2035 à cette couverture santé universelle. Maintenant, c'est ce qui est prévu, c'est ce quoi nous travaillons actuellement en Tunisie. Et bien sûr, cela laisse prévoir de nombreux défis. Je cite les principaux. Alors, d'abord, il y a cette notion de conflit de tutelle. C'est ce qu'on perçoit à travers l'expérience vécue, notamment pour la réforme du système d'assurance maladie en 2004, cette réforme qui était pilotée par le ministère des Affaires sociales et qui prévoyait l'ouverture sur le secteur privé, l'ouverture de l'assurance maladie sur le secteur privé.
Et à l'époque, le ministère de la Santé avait beaucoup de craintes, une réticence par rapport à cette ouverture, parce que le secteur public déjà affaibli et risquait de s'affaiblir encore plus. C'est ce qui s'est passé malheureusement. Et il a fallu à l'époque, devant cette réticence, que le président de la République instaure un conseil ministériel restreint, périodique, trimestriel, pour justement trancher les questions divergentes. Actuellement, avec la PNS, elle est pilotée, la politique nationale de santé, elle est pilotée par le ministère de la Santé. Et parallèlement, il y a cette question de socle de protection sociale sur lequel travaille le ministère des Affaires sociales, ce qui est une bonne chose, mais parfois, ça risque d'aboutir à des positions divergentes. Et heureusement que récemment, la présidence du gouvernement a pris la décision de créer une commission mixte interministérielle pour traiter et trancher les questions communes dans cette notion de couverture santé universelle. Deuxième défi qui est très important aussi, c'est comment intégrer le secteur privé qui a cette logique commerciale, qui est donc portée sur les soins curatifs, comment l'intégrer dans une politique nationale de santé avec, disons, son enrôlement dans les missions de santé publique. Pour cela, il est préconisé de revoir un peu la contractualisation sur la base des exigences du service public, avec un rôle prépondérant des pouvoirs publics dans l'arbitrage et la possibilité, et l'opposabilité, pardon. Alors là, il s'agit d'un levier, un vrai levier pour la réforme qui est en cours, c'est la modernisation des systèmes d'information. On pourrait imaginer un pilotage approprié, le contrôle et l'évaluation de la performance du système de couverture maladie, d'un système de couverture maladie universel, sans avoir donc un système d'information performant et surtout digitalisé de bout en bout, avec surtout la généralisation de l'identifiant unique, l'interopérabilité des différents systèmes, l'échange électronique des données, on a commencé à travailler dessus, et également le dossier médical informatisé. Autre défi, comment couvrir la population qui reste encore non couverte. Il faut dire que les pouvoirs publics ont commencé déjà à prendre certaines mesures, notamment à l'égard du secteur informel. En 2019, il y a eu 2 programmes, création de 2 programmes. Le premier s'appelle Ahmini, qui est destiné à faciliter l'inclusion des femmes travaillant dans le secteur agricole. Et le deuxième consistait en un programme d'inclusion des travailleurs du secteur informel à travers la déclaration auprès des recettes des impôts et le paiement d'une taxe forfaitaire unique. Cette taxe forfaitaire permet donc une déclaration, mais permet en même temps de donner droit à une affiliation auprès de la CNAM et donc de faire bénéficier cette population des prestations d'assurance maladie, toujours encore une fois, chercher à étendre la couverture plutôt qu'à collecter des fonds. Cette taxe, elle est très symbolique par rapport aux cotisations payées par les assurés sociaux. Également, par rapport aux indigents, on a parlé tout à l'heure du programme humain social qui vise à rationaliser donc le ciblage des familles. Également, des décisions d'amnistie sociale pour intégrer ces populations qui font partie des 17%, mais qui constituent en réalité des populations qui sont assujetties à l'un des régimes de sécurité sociale, donc de leur donner l'occasion de rejoindre les assurés sociaux. Alors, également, un des défis, c'est comment financer ce nouveau régime, cette couverture santé universelle, avec l'intégration de nouvelles populations qui vont susciter aussi des dépenses de santé assumées par l'assurance maladie. Là aussi, les efforts sont continus, puisque déjà en 2017, on a créé un fonds d'appui à la santé qui est dédié au financement des soins au profit des bénéficiaires de l'assistance médicale gratuite
Donc, auprès des hôpitaux, on a créé un fonds de trésor qui est financé par une taxe dédiée qui va directement au ministère de la Santé et qui est prélevé sur certains produits de consommation tels que le tabac, les secteurs polluants et comportant des risques pour la santé et les revenus des cliniques privées. Ça a été décidé ainsi, donc et ça rapporte énormément de fonds supplémentaires pour le secteur public. Également, en 2018, on a parlé tout à l'heure de la contribution sociale de solidarité, tout cela pour dire que lorsqu'il y a un engagement politique, on peut trouver des solutions. Ça, c'est le travail ensuite des techniciens, mais ce qui est important, c'est l'engagement politique. Également, autre défi, recentrer le système sur la prévention et la promotion de la santé, ça c'est essentiel. Passer du concept de droit aux soins vers le droit à la santé, du droit des patients ou des malades vers le droit des citoyens qui sont des malades potentiels finalement. Et donc, cela passe à travers une valorisation et un repositionnement des soins primaires, ce qui est recommandé par l'OMS, l'intégration du privé dans cette notion de mission de santé publique et un financement adéquat et dédié des missions préventives et de promotion de la santé, ce qui n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui. Finalement, on ne peut pas concevoir une couverture santé universelle sans garantir la qualité des soins offerts aux bénéficiaires. Ça, c'est très important. Il ne s'agit pas uniquement de mettre des centres de santé de base, de faciliter l'accès aux soins. Il s'agit aussi de veiller à ce que ces soins soient de qualité. Sinon, la performance n'est pas atteinte au plus haut niveau. Et là, nous avons l'avantage d'avoir créé en 2012 l'instance nationale d'évaluation de l'évaluation et de l'accréditation en santé, dont les missions consistent en l'accréditation des établissements de santé dans le public et dans le privé, l'élaboration des recommandations de bonnes pratiques pour les professionnels, également des parcours de soins, l'accréditation aussi des programmes de développement professionnel continu et finalement l'évaluation des technologies en santé pour les prestations candidates à intégrer le paquet de services. Alors maintenant, reste à traduire ces missions en impact réel sur le terrain. Donc, c'est le défi qui reste par rapport à cette notion de promotion de la qualité. Voilà, je crois que j'ai terminé. Merci encore une fois pour m'avoir donné cette parole. Merci beaucoup, Dr Ben Abbès. Donc, on a vu... attendez, donnez-moi une seconde. Hop. Voilà, on va passer à la... Donc, je pense que tout le monde est d'accord autour de la table pour dire que c'est beaucoup. Et donc, comment tire-t-on... quelles sont les leçons à tirer dans certains contextes? C'est toujours un exercice qui est difficile à faire. Et je vais vous rappeler, avant qu'on lance la deuxième partie de ce webinaire, vous rappeler que vous pouvez toujours contribuer à vos réflexions et vos questions dans le Q&A. Et Bruno, plus tard dans le processus, demandera à certaines personnes de partager leurs réactions, réflexions en fonction de ce qu'on a pu identifier dans le Q&A comme pertinent à la conversation. Mais pour digérer tout ça, j'ai demandé l'aide de deux experts de la région d'Afrique subsaharienne francophone. J'ai demandé d'abord à Madame Marie-Rosalie Colli-Ngom, qui est directrice de l'ICAMO, qui est l'institution en charge de la régulation des instituts de prévoyance maladie au Sénégal, de nous faire part un peu de ce qu'elle retenait de votre intervention. Et j'ai aussi demandé à Dr Joachim Kofi, qui est conseiller technique au niveau du ministère de la Santé sur les questions de couverture sanitaire universelle, de partager aussi ses réflexions du point de vue de la Côte d'Ivoire, de sa perspective en tant qu'Ivoirien dans un processus propre à son pays. Et pour cela, pour demander aux spécialistes, j'ai donc demandé, et ils le savent très bien, ils se sont préparés, je vois qu'ils ont déjà allumé leur caméra, donc je vous remercie grandement d'avoir accepté ce challenge et de nous aider à tous à digérer ces informations. Je vais commencer, honneur aux dames, avec vous, Madame Ngom, par vous poser la question tout simple de vous présenter. Et quand je vous demande de vous présenter, c'est de nous dire aussi
qui vous êtes dans votre système, parce que vous êtes directrice de l'ICAMO, mais ce n'est peut-être pas clair à tout le monde. Qu'est-ce que l'ICAMO? Et vous m'avez demandé de partager un slide avec les participants, donc je vais le faire et je vous laisse la parole. Merci beaucoup et toutes nos félicitations au Dr Benabès pour cette excellente démonstration du parcours tunisien vers la CSU. Alors, au Sénégal, notre système de protection sociale en général, comme celui de la couverture maladie, est bâti sur la base de deux logiques. Une logique assurantielle qui regroupe trois régimes: l'assurance maladie obligatoire des travailleurs dont la gestion est confiée aux institutions de prévoyance maladie, l'assurance maladie obligatoire des fonctionnaires avec le mécanisme de l'imputation budgétaire, et l'assurance maladie volontaire qui cible toutes les couches de la population en dehors des salariés du privé et des fonctionnaires et qui est gérée par les mutuelles de santé. À côté de cette logique assurantielle, nous avons une logique assistentielle qui comprend toutes les initiatives de gratuité et de subvention destinées aux groupes vulnérables, notamment la gratuité des soins pour les enfants de 0 à 5 ans, la gratuité des soins pour les personnes âgées de 60 ans et plus, et la gratuité de la dialyse pour les personnes atteintes d'une insuffisance rénale. Alors, en plus de cette architecture classique, et pour améliorer le taux de couverture de l'assurance maladie, les autorités compétentes sont en train de prendre des initiatives concourant à la couverture des couches de la population non encore couverte, comme les travailleurs non permanents et celles de l'économie informelle. Alors oui, puisqu'une démarche d'harmonisation et de réduction de la fragmentation a été préconisée au lendemain du lancement du programme de la couverture maladie universelle au Sénégal, le ministère du Travail, qui assure la tutelle technique des IPM, que j'ai cité tout à l'heure pour le régime des salariés, a initié une réforme du régime des salariés qui a abouti, entre autres objectifs, à la mise en place de l'ICAMO, institution de coordination de l'assurance maladie obligatoire que j'ai l'honneur de diriger. Une unité faîtière des IPM chargée d'assurer la coordination du régime et de gérer les différentes problématiques qu'on ne peut pas prendre en charge au niveau individuel des IPM. Nous avons notamment parmi ces problématiques celle de l'équilibre financier du régime des salariés, la gestion du fonds de garantie et de solidarité, la négociation et le conventionnement avec les prestataires de soins, le contrôle médical, la standardisation des procédures, la modernisation de la gestion et du pilotage à travers un système d'information et l'amélioration du taux de couverture. Alors, bien sûr, Fardi, il y a des similitudes. Il y a des similitudes. Non, Il y a allez-y, aussi allez-y, des allez-y. différences avec ce que le docteur Benabès vient de nous décrire pour la Tunisie. C'est quoi le code? Et comme similitude, nous pouvons noter la double logique de l'assurance maladie et de l'assistance médicale. Car dans toute population, il y a des catégories qui ont des moyens de contribuer pour se prémunir des risques sociaux, comme la maladie, mais il y a également des couches vulnérables qu'aucun pays désireux de progresser vers la CSU ne doit laisser en rate. Alors, comme autre similitude, nous avons la liste des prestations couvertes par l'assurance maladie qui est fixée par arrêté, comme pour encadrer le paquet de soins qui est offert. Alors, la limitation de l'accès aux structures privées de santé, car c'est le cas pour les fonctionnaires au Sénégal et les autres couches de la population qui sont éligibles aux mutuelles de santé. Une exception est notée dans le régime des travailleurs salariés, où l'accès est ouvert quand même au public et au privé. Alors, cependant, il y a des différences, ou plutôt, je dirais, des niveaux de progression non encore atteints par le système sénégalais. Nous avons notamment le financement par les ressources fiscales dédiées, la fusion progressive des régimes pour aller vers une défragmentation du système national et le taux de couverture considérable qui est, à mon avis, le reflet de l'engagement, des stratégies et des moyens mis à contribution. Donc voilà pour la première question, le contexte du Sénégal avec les similitudes et les différences par rapport au contexte tunisien et le rôle de l'institution de coordination de l'assurance maladie obligatoire. Merci beaucoup.
Et désolé, on a eu un petit erreur technique ici de notre part, mais je vais donc maintenant me tourner vers le docteur Joachim Kofi, donc conseiller au niveau de la Côte d'Ivoire, pour lui poser exactement la même question. Donc avant qu'on démarre sur les leçons que vous tirez, est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter et nous dire qui vous êtes et quel est votre rôle dans le processus et quel est le processus vers la CSU en Côte d'Ivoire? Rapidement. Merci. Ok, merci Fadi. Et je pense que la Tunisie et la Côte d'Ivoire seraient dans des, des pays voisins. On dirait qu'on a abordé, disons, la question avec les mêmes problématiques. Mais ce que je voulais dire, je suis Joachim Kofi, conseiller du ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Et j'ai en charge la politique de la couverture maladie universelle, l'intégration de tout ce qui existe comme moyen d'assistance médicale pour qu'on ait une maladie universelle. Alors, je ne vais pas trop m'étaler sur un certain nombre de choses, mais je dirais juste que après avoir tiré, disons, les leçons de nos benchmarking, on a commencé par un système obligatoire pour que toute la population, tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien, qu'ils soient nationaux ou étrangers, aient accès à la couverture maladie universelle. Donc, ils sont tous assujettis à la couverture maladie universelle. Et c'est le premier point que nous avons abordé. Le second point, c'est que nous avons deux régimes, qui est le régime général de base, qui est ouvert à tous ceux qui sont économiquement viables, qui sont financés par les cotisations de ces. Et nous avons le second régime, qui est le régime d'assistance médicale, et qui est, lui, financé uniquement par le budget de l'État. Alors, disons que le travail que j'ai eu à faire dans ce volet, c'était d'identifier qui sont ceux qui seraient bénéficiaires de ce régime d'assistance médicale. Donc, nous avons travaillé à instaurer, disons, une méthodologie de ciblage qui allie le proximity test et, disons, une vision sociale au niveau de la communauté. Ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir autour de 1,5 million de personnes qui sont dans cette base de données qui doivent bénéficier gratuitement de la couverture maladie universelle. Je dis gratuitement parce qu'ils n'ont pas de ticket modérateur à payer, ils n'ont absolument rien à payer. Ils ont accès à un panier de soins que tout le monde. Donc voilà un peu très brièvement ce qu'il en est de la couverture maladie universelle. Et je vais conclure pour dire que, en fait, aujourd'hui, nous sommes à 52% de la population qui est assujettie et les prévisions sont que, c'est-à-dire ce qui représente autour de 15 millions de personnes sur 30 millions de personnes. Et nous sommes dans un objectif d'atteindre 20 millions de personnes au 31 décembre 2024. C'est l'objectif que le gouvernement a assigné. Et donc, nous travaillons un peu sur ces dates. Alors, c'est important je ne voudrais pas revenir sur ce certain nombre de choses qui sont pratiquement similaires à ce que Dr Benan nous a de la Tunisie. Et je pense que dans d'autres contextes, on essaiera de voir un peu comment est-ce qu'on a essayé de contourner un certain nombre de choses que nous avons déjà vues dans les benchmarking au niveau du Maroc, de la Tunisie, de la France et autres, tout ça. Donc voilà un peu, Fadi, ce que je voulais brièvement présenter au niveau de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ok, ok. Donc on est bel et bien revenu. Excusez-nous, il y a eu un bug technique de notre côté. Merci. Je vais donc passer à la deuxième question tout de suite parce qu'on a bien compris que vous aviez dans les deux pays finalement cette idée un peu de séparation de l'assistance médicale, de l'assurance maladie obligatoire et que vous allez arriver aussi à un moment où il va falloir consolider des régimes sous l'assurance maladie et puis penser à unifier tout ça peut-être à plus long terme. Enfin, en même temps, la Tunisie s'est fixé 2035, donc c'est pas non plus pour demain. Et on comprend bien que c'est des processus qui vont devoir se négocier et prendre beaucoup de temps. Mais avant que vous entamiez, peut-être que vous avez quelques leçons pour accélérer votre processus et prendre un peu moins de temps que ce que la Tunisie a pris pour faire ce genre de travail. Donc, je vais me retourner vers vous, Madame Ngom, et je vais vous demander si c'est possible que vous partagiez les leçons principales que vous tirez, vous, de l'expérience, si possible, rapidement.
Voilà, merci beaucoup. Alors, en suivant attentivement la présentation du parcours tunisien, trois leçons majeures ont attiré mon attention comparées au contexte sénégalais. La première porte sur le dialogue sociétal. Nous avons quand même noté dans sa présentation 8 années de dialogue et de concertation qui ont été le fondement de la démarche inclusive, de l'implication des acteurs concernés. Et nous notons que ce dialogue sociétal est un facteur de facilitation de l'acceptation des réformes par les bénéficiaires, un facteur de facilitation de la prise de décision par les autorités compétentes et un facteur de facilitation de l'application effective des décisions qui sont prises. D'ailleurs, le groupe Pays Sénégal du programme Leadership pour la couverture sanitaire universelle, marqué par cette démarche et s'en inspirant, avait, dès son retour de mission de Tunisie, démarré la mise en œuvre des démarches similaires. Mais malheureusement, le processus n'est pas encore achevé. Alors, la deuxième grande leçon ou bonne pratique que je note par rapport à la Tunisie, c'est le financement innovant. Nous avons noté la présence de ressources fiscales au niveau de l'AMG, ainsi que la contribution sociale de solidarité. Alors, dès l'instant où l'on tend, au-delà de l'assurance, au-delà des couches de la population qui ont une capacité contributive, à aller vers la couverture universelle des couches euh, vulnérables, alors il y a un impératif de penser aux sources de financement innovants, comme les ressources fiscales dédiées, pour garantir la soutenabilité des initiatives d'extension de la couverture maladie, surtout la soutenabilité des initiatives de gratuité en direction des couches vulnérables. La troisième leçon renvoie à la progression vers la CNAM. Alors, comme beaucoup de pays, nous remarquons que peut-être la Tunisie, à un moment donné, a connu la fragmentation des régimes d'assurance, mais les décideurs et les acteurs ont pu progressivement réduire cette fragmentation au profit de la rationalisation et de la mutualisation au niveau de la CNAM. Alors ça aussi, c'est des facteurs d'équilibre et de solvabilité. Et nous notons aussi qu'au Sénégal, nous avons actuellement un niveau de fragmentation des régimes et des caisses qu'on peut améliorer pour plus d'efficacité. Donc voilà les trois grandes leçons que nous pouvons retenir du parcours de la Tunisie et qui pourraient inspirer les autres pays comme le Sénégal. Je vous remercie beaucoup et merci d'avoir fait aussi de la synthèse. Désolé, j'ai encore un petit problème de caméra par ici, donc je vais devoir avoir la caméra de profil de mon ordinateur. Et je vais faire exactement poser la même question et retourner vers vous, docteur Kofi. Quelles sont les leçons, en plus de celles que viennent de mentionner Madame Gom, est-ce qu'il y a d'autres leçons que vous tirez particulières à la situation en Côte d'Ivoire et que vous voudriez partager avec nous? Encore une fois, dans cette idée de nous aider à digérer ce qu'on peut retenir. Ouais. Alors, il y a deux points sur lesquels je voudrais vraiment revenir, c'est le financement innovant. Parce qu'aujourd'hui, la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire repose exclusivement sur les cotisations des travailleurs du régime général de base. Comme je viens de dire, il y avait deux régimes. Le régime général de base pour toutes les personnes qui disposent d'un revenu et le régime d'assistance médicale qui est financé par le budget de l'État. Alors, bon, on est tous d'accord que ce financement est faible, ce qui fait que nous avons un panier de soins assez faible qui n'est pas très attractif. Et donc, la notion des financements innovants, toute la politique de mobilisation de ressources, je pense que c'est une leçon à tirer pour qu'on travaille dans ce sens. Mais on travaille dans ce sens afin d'avoir des ressources suffisamment conséquentes pour avoir un régime de couverture maladie universelle assez attractif. Le deuxième point sur lequel je prends comme bonne pratique, c'est la gestion de la tutelle de la couverture maladie universelle. À quel moment nous sommes dans une politique de santé publique et à quel moment nous sommes dans une politique de protection sociale de la santé? Alors, ce problème s'est posé ici et ça se pose toujours sur qui fait quoi, à quel moment, et quelquefois ça crée pas mal de désagréments dans la conduite de la couverture maladie universelle. Et je pense que les réformes qui ont été initiées au niveau de la Tunisie méritent d'être de voir de très près pour que, de manière assez explicite, il y ait une la politique de la couverture maladie, ce à quoi je travaille, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait
véritable réflexion de la politique de la couverture maladie universelle, qui est de permettre l'accès aux soins de santé à tout le monde en levant les barrières financières, et puis la gestion assurantielle des régimes qui s'apparente à une gestion des risques maladie avec tout ce que cela comporte, de sorte que de manière assez synchronisée, dans une certaine synergie, les deux puissent se compléter pour faire avancer la politique de la couverture maladie vers la couverture sanitaire universelle. Donc voilà un peu, Bruno et Fadi, deux points importants qui relèvent mon attention, et je pense qu'on devait creuser la réflexion dans ce sens au niveau de la Côte d'Ivoire. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je vois l'idée de financement innovant, et vous savez que l'OMS a aussi pas mal travaillé sur ces questions-là. Moi, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, je ne sais pas si on peut appeler ça de l'innovation, mais de taxer une partie du revenu des cliniques privées, c'est une idée que je trouve pertinente, tant du point de vue revenu que du point de vue régulateur. Pardon. Mais en tout cas, j'ai une dernière question pour chacun d'entre vous. Et là, je vais changer les questions. Vous n'allez pas avoir la même. Et Madame Gomme, je vais commencer par vous poser cette question parce que vous savez que pour moi, j'aime beaucoup l'idée de savoir quelles sont les leçons à tirer, mais comment les mettons en œuvre. Et c'est pour ça que je vous ai posé la question de savoir comment fait-on du transfert d'expérience. De votre expérience à vous, comment avez-vous eu par le passé à faire ou à transférer des connaissances? Et vous aviez, dans nos préparations, mentionné quelque chose qui s'est passé spécifiquement avec la Tunisie. Et donc, je vous ai demandé si vous pouviez partager cette expérience avec nous. Merci beaucoup. Alors, l'ICAMO, conformément à ses statuts, a été chargé de définir au profit du régime des salariés des plans d'action concertés conciliant efficacité des soins et maîtrise de l'évolution de leurs coûts. Alors, nous ne pouvions pas mettre en œuvre cette mission sans pour autant passer par le contrôle médical. Nous n'avions pas encore une expérience du contrôle médical sur le terrain et nous avons profité d'une visite, d'un voyage d'études du groupe Leadership pour la couverture sanitaire universelle, heureusement, voyage d'études qui a été organisé en Tunisie pour nous inspirer du modèle tunisien de la couverture médicale. Mais l'inspiration ne veut pas dire faire du copier-coller. Alors, au retour de ce voyage, lors du voyage, déjà, nous avons insisté avec mon collègue qui était à l'agence de la CMU pour aller visiter la direction du contrôle médical en Tunisie. Nous avons appris beaucoup de choses, mais ce n'était pas suffisant. Le temps ne nous permettait pas d'entrer dans le détail. En retour de mission, nous avons continué à exploiter le décret tunisien 2005-3031 du 21 novembre 2005. Et après cette exploitation, nous avons commencé à élaborer les TDR du mécanisme du contrôle médical. Nous ne sommes pas arrêtés là, nous avons partagé ces TDR avec les différents corps de prestataires de soins. C'est assez important parce que c'est un mécanisme qui s'adresse directement à ces prestataires de soins. Nous avons tenu à les impliquer dès le début du processus. Et après cette rencontre-là, nous avons intégré leurs avis et suggestions. Donc, les avis et suggestions des acteurs de l'offre. Et c'est à ce moment que nous avons commencé à soumettre le mécanisme du contrôle médical de l'amont aux instances dirigeantes de l'institution. Alors, lorsque la mise en place du cadre a été finalisée, nous avons démarré dans le cadre de concertation entre IPM et prestataires à signer des conventions cadres et des protocoles d'accord. Conventions ou protocoles d'accord avec les médecins privés, avec les pharmaciens privés, avec les biologistes, avec les chirurgiens dentistes. Et dans ces protocoles, nous avons intégré l'aspect contrôle médical pour un peu traduire vraiment la formalisation. Nous avons commencé maintenant à mettre en œuvre ce contrôle médical-là. Et pour la formalisation au niveau du cadre juridique, le mécanisme du contrôle médical est en train d'être intégré dans le cadre législatif et réglementaire avec une architecture qui va s'appliquer à tous les régimes d'assurance maladie au Sénégal. C'est vrai que nous l'avons testé. L'Agence de la couverture maladie a aussi son mécanisme de contrôle médical et nous avons mis en œuvre les deux stratégies pour couvrir tout le monde. Alors, je l'ai dit tantôt, s'inspirer d'une bonne pratique ne veut pas dire faire du copier-coller parce que les réalités sont différentes, les moyens sont différents et la volonté politique peut être différente. C'est pourquoi nous, en adaptant le contrôle médical de la Tunisie pour avoir un contrôle médical au niveau du régime des salariés, nous avons fait beaucoup de changements. Parmi ces changements-là, on peut noter, c'est vrai qu'au niveau des ressources, au niveau des objectifs, c'est la même chose. Les objectifs sont partagés universellement, mais là, on a eu, pour les médecins,
en recrutement de médecins conseils, de dentistes conseils, de praticiens conseils. Et ils ont eu une commission régionale de contrôle. Au niveau du Sénégal ou du régime d'assurance maladie des travailleurs, nous avons recruté un médecin conseil national parce que je l'ai dit tantôt, les moyens ne sont pas les mêmes, les réalités ne sont pas les mêmes. Mais derrière le médecin conseil national, on a eu quand même à recruter, à mettre en place un réseau des praticiens conseils et par zone géographique. Parce qu'au niveau de la Tunisie, il y a des commissions régionales de contrôle. Là, on a mis en place des médecins ou des praticiens conseils responsables de zones géographiques. Alors, l'étendue, au niveau de la Tunisie, on a les prestataires conventionnés. Au niveau de l'assurance maladie des salariés, il y a les prestataires conventionnés ou non, parce que lors de la réponse à la première question, j'avais dit que c'est ouvert aux prestataires conventionnés ou non, aux prestataires du public et du privé. Alors, l'avis obligatoire sur les demandes de prise en charge. Aujourd'hui, l'architecture n'est pas la même. Nous avons des institutions de prévoyance maladie au Sénégal qui sont des entités autonomes coordonnées par l'ICAMO. C'est pourquoi, au lieu de faire passer le contrôle médical par l'avis obligatoire des demandes de prise en charge, nous avons mis en place dans un premier temps un contrôle médical sur saisine. Ce sont ces entités autonomes-là que nous coordonnons qui ont la possibilité de saisir l'ICAMO en cas de doute sur la prescription, sur la facturation et sur les bénéficiaires. Et en avançant, en mettant en commun à contribution également l'expérience de la couverture maladie de l'Agence du Sénégal, nous avons initié dans une deuxième phase le contrôle ciblé parce que nous nous sommes rendus compte que beaucoup d'IPM, même ayant des problèmes, ne saisissaient pas ce mécanisme du contrôle médical. Alors, à présent, dans une deuxième phase, le médecin conseil national, aidé par le réseau des praticiens conseils, a la possibilité de faire un ciblage d'un domaine ou d'une période pour aller contrôler soit les factures des hôpitaux ou un autre domaine. Donc, c'est ça qu'on appelle le contrôle ciblé. Nous nous sommes également inspirés des conséquences et des sanctions, mais sur les cas que nous retrouvons spécifiquement au Sénégal, la fraude sur les ayants droit, la fraude sur la prescription et la surfacturation. Et nous sommes allés dans le détail des conséquences ou des sanctions ou mesures correctrices à prendre. Alors, en Tunisie aussi, nous avons vu qu'il y a une commission nationale du contrôle médical. Au Sénégal, nous avons mis en place un comité de suivi du contrôle médical avec toutes les parties prenantes de la demande et de l'offre pour impliquer vraiment les intéressés. Et je termine par la formalisation. Le Sénégal s'est inscrit dans une dynamique d'harmonisation de son cadre législatif et réglementaire dans le domaine de la protection sociale à travers un projet qu'on appelle Code unique de sécurité sociale. Aujourd'hui, tous les textes régissant la sécurité sociale, la protection sociale au Sénégal doivent se retrouver dans ces textes-là. Donc, les travaux avancent bien. Et justement, ce mécanisme de contrôle médical qui n'avait pas au départ une base légale est en train d'être légiféré au niveau de ce Code unique de sécurité sociale. Je reviens encore sur l'inspiration. Cela ne veut pas dire faire du copier-coller. On s'inspire des bonnes pratiques, mais on les adapte à nos réalités, à nos réalités, à nos moyens et aussi à nos objectifs. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup, merci beaucoup. Et on est très content de voir que vous avez évité les écueils d'un copier-coller, que vous avez adapté le processus. Et on attend la prochaine fois, peut-être dans le cadre de ces webinaires, de voir aussi les effets de ce contrôle médical, parce que c'est quelque chose qui, à mon avis, est très important de voir combien vous arrivez à en faire et est-ce que ça a eu comme effet sur l'offre de soins. Mais je vais me tourner maintenant de nouveau vers Dr Kofi pour vous poser une dernière question dans le cadre de ce panel. C'est un apprentissage, pour moi, n'est jamais unidirectionnel. C'est-à-dire qu'il y a des choses, à mon avis, dans la pratique ivoirienne qui peuvent aider aussi la Tunisie à dépasser ou à faire face à certains de ces défis. Et je vous ai demandé, est-ce que vous pouviez identifier un exemple de bonne pratique ivoirienne qui pourrait nourrir la réflexion des Tunisiens aujourd'hui face aux défis que le docteur Ben Abbès a listés dans la deuxième partie de sa présentation. Docteur Kofi. Alors, merci Fadi. Il y a un point que je voudrais soulever à l'attention de tout le monde que nous avons mis en œuvre ici, que nous sommes en train de mettre en œuvre. J'ai eu le privilège de travailler sur ce qu'on a appelé le numéro d'utilisation unique dans les services de santé.
Et nous avons fait prendre un décret qui stipule que désormais, toute personne qui va dans un établissement de santé, il a un seul numéro de prise en charge. Et ce numéro de prise en charge, c'est le numéro de la couverture maladie universelle, que ce soit au public ou au privé. Cela va nous permettre d'avoir une traçabilité de l'utilisation des services de santé de tout le monde. Et sorti du cadre spécifique de couverture maladie universelle, puisque c'est un processus progressif. Et nous nous sommes dit, peu importe que vous soyez assuré ou pas, mais que vous soyez à jour de vos cotisations ou pas, vous devez obligatoirement avoir le numéro d'utilisation. Et c'est ce numéro d'utilisation qui va vous être référencé dans le dossier patient informatisé, dans le système informatisé hospitalier et dans la couverture maladie universelle. Donc, la même personne, on pourra la retracer dans tout le système d'information de la Côte d'Ivoire et ça va nous permettre d'avoir, disons, des données beaucoup plus holistiques sur la consommation des soins de santé des populations. Et le coronavirus, nous avons eu le privilège d'organiser la réunion sous la supervision du ministre de la Santé, qu'on a eu à travailler avec l'Association des cliniques privées, l'Association des assureurs, tous les professionnels de santé pour leur dire que dorénavant, il va être mis en place un logiciel de collecte des données, aussi bien pour le secteur public que pour le secteur privé, qui va être partagé par tout le monde, de sorte que les données soient agrégées, de sorte qu'on ait disons, un ensemble de données sur l'utilisation des services de santé par la population. Donc, c'est un cas d'unicité, où on va vers l'unicité de l'utilisation que nous voulons partager à tout le monde. Ça va pouvoir cette réflexion pourrait également se faire au niveau des autres pays qui tendent vers l'unicité dans la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. Et voilà un peu ce que je voulais présenter à ce niveau. Merci Bruno et merci Fadi. Merci, docteur Kofi. Effectivement, ce que j'aime dans votre exemple, c'est qu'il y a probablement eu un moment en Tunisie où on a dû faire face à plusieurs identifiants dans plusieurs régimes, dans plusieurs institutions, et que vous apprenez de ces erreurs du passé pour les éviter de les reproduire, et que vous avez maintenant cette approche. Alors, reste à voir si elle arrivera à se concrétiser, parce qu'on sait aussi que c'est très difficile d'imposer un numéro identifiant unique à l'ensemble des prestataires et à l'ensemble du secteur, voire au-delà du secteur de la santé, parce que souvent c'est aussi lié à un numéro d'identifiant national. Mais c'est une des pratiques qui, si on y arrive, permet probablement de gagner des années, notamment face à un des défis qui est celui du système d'information. Merci beaucoup, en tout cas, à vous deux pour vos contributions. Alors Fadi, si tu me permets juste 30 secondes. Effectivement, oui, 30 secondes. Lorsque nous avons introduit le décret au niveau du gouvernement, nous avons bien compris que le président de la République lui-même, il s'était dit, ah oui, mais il y avait trop de numéros uniques et tout ça, est-ce qu'on ne pouvait pas garder le seul numéro d'identifiant personnel unique et tout ça. Bon, on a été obligé de lui dire que ça, c'est pour avoir accès aux soins de santé et qu'on ne voulait pas le mélanger avec d'autres usages pour ne pas que ça soit surchargé. Et bon, c'est comme ça qu'il a accepté de signer le décret que nous avons soumis. Ok. Donc, encore une fois, l'importance de la volonté politique et de haut niveau dans le processus. Je vais me retourner maintenant de nouveau vers Bruno, qui a dû allumer sa caméra et qui va pouvoir parler et poser et identifier quelques interventions parmi les participants. On est un peu en retard, je m'excuse. Il y a eu quelques problèmes techniques ici et là qui font qu'on a aujourd'hui une petite 5-10 minutes de retard. Donc j'espère que vous allez rester avec nous tout le long. Et Bruno, je t'ai demandé d'identifier quelques interventions qui permettaient de faire réagir en dehors de la Tunisie, en dehors de la Côte d'Ivoire, en dehors du Sénégal, qui pouvaient nourrir notre réflexion. Et encore une fois, on est tous en train d'apprendre pour savoir ce qu'on peut transposer et comment on peut transposer les leçons apprises d'un endroit vers un autre. Merci Fadi. Donc beaucoup de questions, plus de 40 questions, donc très actifs, beaucoup de réflexions aussi. Alors je voudrais peut-être faire une sélection. Alors on a eu, donc je vais lire une question et puis on va peut-être donner la parole aussi à
à Gérard Wendiam, s'il pourra, Valérie va lui ouvrir le micro et j'espère qu'il pourra s'exprimer. Et puis peut-être aussi, si on a encore le temps, avec le docteur Belkhiti du Maroc. Alors, Hassan Alami et Youssouf ont posé des questions assez semblables pour le docteur Benabès. Je pense qu'elle est importante pour les trois pays, mais on va peut-être se limiter au cas de la Tunisie. Est-ce que vous pourriez en dire plus sur le rôle qu'ont joué les partenaires techniques et financiers et les bailleurs tout au long de ce processus, ou même dans les phases les plus récentes? Donc, concrètement, ce webinaire est organisé par le GFF, la Banque mondiale, l'OMS, et donc c'est intéressant, bien sûr, d'entendre de votre point de vue comment les partenaires ont soutenu les choses et comment y a-t-il aussi des leçons à ce niveau-là. Ce sera la première question. On va vous laisser répondre et en attendant, donc Gérard, préparez-vous, vous viendrez en deuxième après la réponse et vous nous parlerez des maladies chroniques. Docteur Benabès, à vous. Oui, merci pour cette question. En fait, je comptais saluer le rôle des bailleurs de fonds en conclusion, mais puisque la question a été posée, il s'agit d'un vrai levier si les techniciens du système social santé savent l'exploiter. Quand je dis savent l'exploiter, c'est-à-dire savent orienter un peu l'appui des bailleurs de fonds vers d'abord des questions essentielles et ensuite vers l'expertise qui puisse apporter un plus, que ce soit en termes d'expertise directe, c'est-à-dire l'enrôlement d'experts pour pouvoir traiter certaines questions, organiser des ateliers, etc., ou bien pour pouvoir aussi ramener des experts pays pour profiter justement de cet échange d'expériences. Et là, c'est une question très importante, le fait de profiter des expériences pays. Même les pays qui sont à un stade peu avancé, disons, en termes de couverture maladie, peuvent apporter des solutions à des problématiques assez complexes, parce que dans ces pays, le fait qu'on commence de néant, on peut s'engager dans des solutions, entre guillemets, osées, dans des solutions rationnelles d'emblée, et ça peut aussi apporter à des pays comme le nôtre, ça peut inspirer en quelque sorte pour trouver des solutions, disons, similaires, mais adaptées au contexte. Bien sûr, je rejoins un petit peu Marie-Rosalie en disant que il faut toujours contextualiser les retours d'expérience des pays. Merci. Est-ce que Gérard est avec nous, Valérie? Est-ce qu'on peut lui accorder le micro? Oui, oui, tout à fait. Gérard? Le micro est activé. Oui, bonjour tout le monde, merci beaucoup pour la parole. Euh, je commence d'abord par un commentaire lié un peu à l'enjeu des maladies chroniques pour les systèmes. Est-ce que juste vous pouvez nous dire de où vous vous connectez, juste pour qu'on ait une Ok, idée de qui vous êtes? je me connecte de Ouagadougou, donc du Burkina Faso. Très bien, allez-y, continuez, merci. Ok, donc mon commentaire, d'abord pour introduire un peu ma question, est que les maladies chroniques représentent quand même un enjeu pour tous les systèmes d'assurance en raison un peu de la lourde charge que ça fait peser sur les systèmes d'assurance. Donc, naturellement, pour les systèmes de couverture sanitaire maladie, c'est aussi un enjeu. Et quand on regarde que pour qu'un système soit attractif, il va sans dire qu'il va falloir que ça intègre ces maladies chroniques. Du moment même que c'est les maladies chroniques qui peuvent un peu galvaniser les citoyens à vouloir adhérer à un système maladie. Par exemple, si on prend les systèmes de couverture qui se bâtissent d'abord en partant par les fonctionnaires, les salariés. Bon, ils sont d'un certain âge, ils commencent à développer
des maladies chroniques. Donc, leur adhésion peut être, j'allais dire, motivée. Et si d'aventure le panier de soins ne prend pas en compte certains de ces aspects, bon, l'attractivité pose problème. Et on sait que les systèmes d'assurance, de caisses d'assurance maladie, quand ils se mettent en place, généralement, on est réticent dès les débuts à prendre en compte ces maladies chroniques parce que on ne sait pas ce que ça va représenter comme poids financier. Donc, ça peut menacer la pérennité d'une caisse d'assurance maladie. Donc, je voudrais savoir comment le système tunisien, comment le système sénégalais et ivoirien ont abordé cette problématique. Voilà. Donc, voilà un peu ma question après ce commentaire. Merci beaucoup pour la parole. Alors, est-ce qu'on peut retourner pour des questions de temps? Je vais suggérer qu'on retourne vers le docteur Ben Abbès pour répondre. Je suis désolé, on n'aura pas le temps de faire le tour de nouveau. En fait, la prise en charge des maladies chroniques, tout à fait, c'est un point d'appel très intéressant pour obtenir davantage d'adhésion de la population. Tout à l'heure, j'ai fait la remarque qu'à partir des années 80, on a mis en place un mécanisme de prise en charge intégrale, gratuite pour les complications des maladies chroniques. Tout à fait, ça c'est très important et c'est ce qui permet aussi de donner de la valeur à la couverture maladie, si ce n'est dans les occasions difficiles en termes de charges et de dépenses et de contraintes par rapport aux familles. Ensuite, avec le nouveau régime d'assurance maladie, les maladies chroniques listées dans pratiquement 24 situations de maladies chroniques ont bénéficié d'une prise en charge totale, aussi bien pour les soins lourds que pour les soins courants. Et donc, il y a une exonération du ticket modérateur en public et dans le privé pour tout ce qui est maladie chronique. Et ça, si vous demandez à tout assuré social aujourd'hui qu'est-ce que apporter le nouveau régime par rapport aux anciens régimes, très souvent la réponse c'est ce qu'on appelle nous l'APCI, l'affection prise en charge intégralement. Merci. Voilà, très bien, merci beaucoup. Et on va donner la parole maintenant au docteur Belkhiti du Maroc qui va nous partager peut-être une petite réflexion et on terminera avec cette dernière intervention. Donc Valérie, peux-tu activer le micro du docteur Belkhiti? Oui, le docteur Belkhiti a la parole. Abdelali, Oui, tu es avec nous, on t'écoute. Tu connais bien la Tunisie aussi, hein? oui, bonjour. Bonjour. Permettez-moi tout d'abord de... Allô, vous m'entendez? Oui, parfaitement. D'accord, donc permettez-moi de saluer cette initiative organisée par l'OMS pour organiser ces rencontres virtuelles d'échange d'expériences, parce que à travers les expériences des pays, on peut apprendre beaucoup de choses. Je félicite aussi l'ensemble des intervenants, particulièrement Dr Mnabbas, que je connais bien, qui est un acteur clé dans le système tunisien et en plus c'est quelqu'un d'engagé. En fait, j'ai un commentaire comme notre collègue Georges, j'ai une question. Le commentaire, c'est que généralement, les réformes de la couverture sanitaire universelle durent dans le temps. Et donc, on ne peut pas parler de retour d'expérience après 4 ou 5 ans ou même 10 ans. Je pense il faut tirer l'expérience aussi des pays qui ont un siècle et plus d'expérience. Et c'est la source de mon questionnement. En fait, j'ai vu récemment des publications sur l'expérience des pays à revenus élevés. Et globalement, on peut dire que dans le retour d'expérience, il y a des aspects de la couverture sanitaire universelle sur lesquels il y a plus ou moins un consensus, l'universalité de la couverture, la solidarité du financement, l'unicité des caisses, etc. Et que les pays en développement cherchent juste à trouver quelle est la stratégie et les modalités pour y arriver. Mais il y a d'autres aspects sur lesquels il n'y a pas encore de consensus et qui touchent, à mon avis, tout ce qui est en rapport avec la maîtrise des dépenses de santé. On voit que les pays, parmi les pays les plus riches, qui sont encore en train d'essayer des choses
des outils anciens et nouveaux, d'actualiser les outils pour maîtriser les dépenses. Donc, d'où ma question à mon ami Reda, c'est dans votre présentation, j'ai vu que vous n'avez pas fait allusion aux outils prévus dans la politique nationale de santé, justement pour maîtriser les dépenses de la couverture sanitaire universelle ou de financement. Et la deuxième question, quels sont les mécanismes de gouvernance prévus pour le pilotage de la couverture sanitaire universelle, notamment sa réforme? Voilà, merci encore une fois. Merci, Alors, je suis docteur désolé, je vais Belri. devoir vous demander d'aller assez rapidement parce qu'on est Oui, oui, déjà. très rapidement. Docteur Belri, merci pour ces commentaires et cette question aussi. En réalité, nous sommes sur le point de mettre en place, donc de valider une stratégie de mise en œuvre de la couverture universelle, donc qui comporte deux étapes. Le régime unique, assistance médicale gratuite, assurance maladie, par la suite l'extension aux populations non couvertes. La question de la maîtrise des dépenses, nous sommes assez avancés puisque ça a été longuement traité. Il y a plusieurs mesures, je n'ai pas le temps de les évoquer, déjà éprouvées dans le système d'assurance maladie. J'ai parlé de quelques problématiques, notamment au niveau du conventionnement, puisqu'il constitue un des mécanismes qui permettent de rendre les autres mesures de maîtrise des dépenses efficaces. Quand on a un conventionnement qui ne met pas en place une sorte d'opposabilité sur les mécanismes d'exercice des professions de santé, etc., le respect des clauses conventionnelles, le respect des maîtrises, des mesures de maîtrise des dépenses, à l'instar des recommandations de bonnes pratiques, etc. Ça, c'est aussi une grande problématique. Donc, il y a une réflexion, il y a un vécu, il y a une expérience, il y a de nouvelles pratiques aussi à travers le monde qu'il va falloir explorer. Et bien sûr, on ne peut pas concevoir la CSU sans un processus ou un système de maîtrise des dépenses de la santé. Mais là aussi, l'importance du levier de la digitalisation de tout le système d'information et d'échange entre les différents acteurs, notamment concernant les données de santé de la population couverte. Merci beaucoup pour vos réponses et je dirais, docteur Belriti, qu'on prend ça aussi note, nous, pour peut-être un prochain webinaire sur la question, hein, la question des maîtrises des dépenses. Je pense que les outils et la digitalisation qui permet peut-être de nouvelles choses dans ce domaine-là, mais qui doit être aussi réfléchi de manière stratégique. On n'est pas juste là pour couper les dépenses, mais on est aussi là pour les maîtriser et en faire et les rendre stratégiques. Donc, c'est quelque chose qu'on garde et qu'on met sous notre chapeau. Je vais quand même, excusez-moi, j'avais dit par notre communication interne, je vais quand même demander à à Joachim et à Marie-Rosalie si vous pouvez nous donner 2 mots de conclusion chacun, pas plus, mais et ensuite, docteur Benabé, je dois vous laisser tranquille. Je ne vais pas vous demander de conclure et je vais passer ensuite à Nouria Mikri, qui est notre collègue du GFF et qui va nous faire juste un point, ce qu'elle pense être les grandes conclusions de cette conversation d'aujourd'hui qui a été très riche. Donc, dans l'ordre, je retourne chez vous, Joachim. Je vais ensuite chez Marie-Rosalie et ensuite, Nouria, je te donnerai la parole pour pouvoir faire les conclusions les conclusions que tu tires de cette conversation. Alors, juste 2 mots. Merci pour cette opportunité que vous venez de donner pour partager ces expériences. Vous savez, quelquefois, on est obligé de se déplacer pour aller et c'est un peu coûteux. Et là, avec ce webinaire, on en apprend beaucoup et ça nous évite de faire tout ce déplacement. Merci encore et qu'il y ait d'autres thèmes qui constituent des défis pour tout le monde afin qu'on puisse les partager. Merci encore à tout le monde. Merci, Joachim. Merci beaucoup. Marie-Rosalie, est-ce que vous êtes encore avec Alors, nous? oui, je suis Oui, là. Merci beaucoup. Merci encore pour merci. l'opportunité. Et à travers les échanges, à partir de la présentation du parcours tunisien, je voudrais juste réitérer quelque chose qui a été dit. La conduite des réformes en matière de CSU nécessite beaucoup de patience, de concertation, de dialogue et de réalisme. J'ai aussi noté en guise de conclusion que la collaboration, le patriotisme et la citoyenneté active sont indispensables pour une meilleure conduite des réformes en matière de CSU. Nous l'avons noté, nous l'avons senti lors de la présentation de la Tunisie. Et enfin, la progression vers la CSU requiert, au-delà de la volonté politique, de réelles décisions politiques.
c'est différent entre la volonté politique et la décision politique. Il y a un pas à faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces mots très clairvoyants, je trouve, et qui nous permet aussi à nous tous de nous reposer sur vous un peu. Merci d'avoir accepté, vous et docteur Kofi, de nous avoir laissé nous reposer sur vous un peu pour digérer ce qu'on avait entendu du cas tunisien. Et donc, Nouria, ton rôle, c'est un peu de nous faire une petite synthèse très rapide de ce qu'on a pu entendre et ce que tu penses retenir, et puis ce que nous, on peut aussi prendre comme challenge pour cette série de webinaires. À toi, Nouria. Merci beaucoup, Fadi. Merci pour toutes les présentations qui étaient vraiment excellentes. Je vais essayer d'aller vite puisque je sais que nous sommes en retard. Tout d'abord, je crois que ce qui est ressorti systématiquement, c'est qu'il nous faut de la patience. La progression vers la couverture sanitaire universelle, c'est un long parcours, certes. Néanmoins, il y a deux choses que je retiens. Tout d'abord, cette interaction entre les solutions techniques et le soutien politique. C'est très, très important que le technique soit prêt à prendre les opportunités que le politique va lui donner. D'autre part, les décisions qu'on prend aujourd'hui vont devoir être, si elles sont mauvaises, être redressées dans le futur. Donc, cette question de dépendance de parcours ou path dependency, je crois qu'on l'a entendu sans que ce soit nommé, et c'est aussi très important. Prendre des décisions aujourd'hui, si elles ne sont pas bonnes, vont requérir énormément de travail pour les redresser vers le futur. On a aussi entendu, je pense que c'est important, que progresser vers la couverture sanitaire universelle, c'est certes une question de financement et de s'assurer qu'il y a les barrières financières soient réduites du côté de la demande, mais c'est aussi un renforcement de l'offre. On l'a entendu dans plusieurs pays. Je voulais revenir aussi sur ce qu'on a dit par rapport à la mobilisation des ressources. On a beaucoup entendu l'importance des systèmes de taxation. On a entendu aussi l'importance des systèmes de financement innovants. Je voulais mettre un petit bémol là-dessus. C'est certes, les systèmes de financement innovants peuvent nous amener des ressources additionnelles. Pourtant, les revues systématiques de la littérature nous montrent que ces ressources additionnelles ne sont pas très importantes. Donc attention, elles peuvent peut-être nous aider à taxer, mais elles ne peuvent pas résoudre tous les problèmes de taxation et tous les problèmes de financement. Pour cela, il faut vraiment une réflexion sur la réforme des systèmes de taxation dans le pays. Mais c'est très important néanmoins de reconnaître que pour pouvoir progresser vers la couverture sanitaire universelle, c'est à travers des ressources domestiques publiques, donc des taxations, et non pas une augmentation de, par exemple, les user fees ou les paiements directs des ménages. Un autre mot-clé qui ressort, c'est la défragmentation, que ce soit au niveau des régimes ou que ce soit au niveau de la façon dont on va payer ou contractualiser nos providers. C'est très important de mettre l'accent sur la défragmentation. Et enfin, au niveau de l'achat, on a entendu que c'est une fonction qui est primordiale pour pouvoir progresser vers la couverture sanitaire universelle, au niveau de la façon dont on va organiser nos paniers de soins, la contractualisation du secteur privé à laquelle il faut faire très attention. Il faut être fort et bien structuré pour pouvoir engager de façon positive avec le secteur privé. Les méthodes de paiement, il faut y réfléchir. Et pour répondre à la dernière question qu'on a entendue, certes, il n'y a pas une méthode dans les pays à revenus élevés. Néanmoins, nous avons, comme l'a dit Fadi, vu l'importance d'aller vers un achat plus stratégique. Et stratégique veut dire un alignement des différentes méthodes de paiement, mais aussi aller vers s'éloigner du rétrospectif et aller vers des paiements plus prospectifs. Voilà, en gros, les leçons qui me semblent être ressorties de ces exemples et de ces cas d'études absolument fascinants. Merci infiniment. Et je te repasse la parole, Fadi. Merci beaucoup et je vais juste conclure rapidement ce webinaire en vous remerciant et en remerciant tous, c'est-à-dire autant ceux qui sont intervenus que ceux qui ont écouté. Vous avez été plus de 200, encore jusque-là de plus de 210, je pense qu'on a atteint jusqu'aux 250 participants qui se sont connectés et je trouve que c'est un peu l'objectif. J'ai accepté de faciliter ce webinaire en me disant mon objectif, c'est si on peut contribuer à ce que les pays ne répètent pas des erreurs qui ont été commises ailleurs, ou si en tout cas ils doivent répéter les mêmes erreurs, ils savent identifier plus rapidement comment trouver des solutions à ces erreurs et les proposer aux politiques.
C'est un peu le but de ce type de session. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer à construire sur votre connaissance tacite, celle qu'on a du mal à mettre en évidence, pour reprendre le terme de l'évidence scientifique, celle qui nécessite le temps et qui nous nécessite aussi de prendre le temps de se pencher sur l'expérience du pays, comme on a pu le faire avec la Tunisie aujourd'hui, et réfléchir ensemble. Et c'est vraiment la deuxième partie de ce webinaire, et je remercie encore les intervenants de nous avoir aidés à le faire, de réfléchir ensemble sur les leçons qu'on peut en tirer et aussi comment on peut faire face aux défis qui sont énormes pour aller vers la CSU. Je prends comme agenda personnel, et je remercie le docteur Belriti de me l'avoir soufflé à l'oreille, l'idée d'organiser un webinaire sur la maîtrise des dépenses. Je pense que là, on pourrait même réfléchir à quelque chose de beaucoup plus participatif, parce que c'est une question qui est transversale, mais pour lesquelles il y a des pratiques qui sont plus bonnes, mais c'est un défi partout et ça reste un défi partout permanent. Voilà, je vous remercie à tous. Je remercie encore une fois l'OMS et les GFF de nous avoir permis d'organiser ce webinaire. Et j'espère vous retrouver pour les prochaines séances. Les prochaines séances, c'est l'autonomie financière des formations sanitaires en anglais cette fois-ci, qui aura lieu le 4 décembre. Vous allez aussi avoir une séance le 16 décembre sur le financement de la santé, comment utiliser l'outil juridique au mieux. Dans la salle avec nous, vous ne voyez plus, la caméra ne fonctionnant plus. Je ne sais pas pourquoi. Mais il y a notre collègue qui organise ce webinaire et qui est une spécialiste juridique et qui va poser la question de comment utilise-t-on l'outil juridique au mieux. Et enfin, il y aura une séance sur l'analyse d'économie politique. Les deux premières étant prévues pour le mois de décembre, donc vous allez rapidement avoir de l'information. Les autres arriveront en courant 2025. On a plein d'autres sujets en cours et en préparation, et on vous tiendra bien évidemment informé. Je laisse cette fois-ci, je ferme définitivement. Merci à tous et bon après-midi, bonne soirée et bon appétit pour ceux qui n'avaient pas encore eu le temps de manger. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir. Merci. Merci, merci.